L'image de la semaine vous est proposée par Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de M. Benalla, que ce soit pendant ou après le 1er mai. Gérard Collomb a été auditionné pendant près de 3 heures ce matin par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale au sujet de l'affaire Benalla. Le ministre de l'Intérieur a affirmé qu'il ne le connaissait pas personnellement et qu'il ignorait sa qualité de conseiller du président. Quant à l'absence de signalement des faits au procureur, l'ancien maire de Lyon se défend. On m'a reproché de ne pas avoir saisi le procureur de la République en vertu du code de procédure pénale à la vue de la vidéo concernant M. Benalla. Mais ce n'est pas au ministre qu'il appartient de le faire. Je m'étais assuré le 2 mai que tant le cabinet du président de la République que la préfecture de police avaient été destinataires de l'information de la vidéo mettant en cause M. Benalla. Il leur appartenait donc d'agir. C'est la règle pour tous les manquements. Après Gérard Collomb, le préfet de police Michel Delpech a à son tour été entendu par la commission. Les explications du ministre de l'Intérieur n'ont pas vraiment convaincu les représentants de la France insoumise. À Lyon, Elliot Aubin a réagi. On a entendu le ministre ce matin, lors de son audition catastrophique, montrer à quel point il ne savait rien sur rien. Il ne sait pas que Benalla était chef adjoint de la sécurité à l'Élysée. Il ne sait pas que Benalla a pu bénéficier d'un brassard de police, d'une radio de police. En tout cas, il ne savait pas qui lui a donné. Quand on fait ce constat-là d'une telle incompétence et d'un tel échec par rapport à ce qui a été dit, de ce qui a été fait, je crois que la conséquence directe est une démission. En revanche, Gérard Collomb a reçu aujourd'hui le soutien de son ancien opposant à la mairie, Emmanuel Hamelin. Je dis c'est totalement disproportionné. Je pense que ce n'est pas une affaire d'État, que c'est un coup politique qui vise à déstabiliser le président de la République, à déstabiliser son action et son gouvernement. Le coup est bien joué, bien sûr, mais enfin, moi j'ai trop de respect pour la République et pour l'État pour me laisser enfermer dans des soi-disant affaires d'État alors qu'on est dans un coup politique médiatique. C'est loin d'être la dernière piste de cyclable. Par contre, c'est une piste cyclable emblématique pour notre maillage à Lyon. Et cette piste, c'est celle du quai Sarail. Elle a été officiellement inaugurée ce matin. Une voie sécurisée à double sens, créée entre la place Lyotet et le cours Lafayette. Un axe où passent pas moins de 3500 vélos chaque jour. Il nous faut répondre à l'augmentation forte de la pratique du vélo, qui n'est plus une pratique uniquement loisir, mais qu'une pratique quasi professionnelle. C'est-à-dire les gens se déplacent pour aller de leur domicile à leur travail et vice-versa. On est entre par la tête dehors et les facs. Et qu'est-ce qui se passait au niveau des vélos? Ils passaient sur les trottoirs. En plus, il faut spécifier qu'il y avait 50% déjà de la circulation et des déplacements qui étaient vélos. Donc il y avait urgence à apporter ce confort aux vélos. Sur le quai, il y a donc maintenant 2 voies pour les voitures contre 3 auparavant. Un changement qui semble déjà plaire aux utilisateurs de 2 roues. On se sent beaucoup plus en sécurité. Ça ressemble un peu à la piste cyclable qui va à la gare Pardieu, qui est très bien. Bon, peut-être pas en heure de pointe, mais parce qu'on a beaucoup de vélos quand même ici. Mais sinon, ouais, très bonne idée. La ville de Lyon prévoit de créer encore 100 km de pistes cyclables d'ici 2 ans, dans le 9e et le 5e arrondissement entre autres. D'autres seront aussi tracées dans les communes de l'agglomération, par exemple entre Saint-Fond et Vénissieux et entre Dardilly et Limonest. Oui, je suis là moi, l'éléphant. Coraline a choisi, ce sera ce sac à dos qu'elle arborera fièrement le jour de la rentrée. Et oui, alors que les vacances ont à peine débuté, certains préparent déjà le retour en classe. Pas question donc de s'attarder sur les jeux d'été ce matin. Pour certains, c'était plutôt le grand plongeon dans le rayon des fournitures scolaires. Le retour sera la veille de la rentrée, donc c'est pour ça que j'essaie de m'organiser. C'est la course au Mont Blanc, faire le meilleur achat possible, qu'après il n'y aura plus rien, donc voilà. Et profiter justement des vacances, qu'il y ait plus de choix, qu'il n'y ait pas trop de monde aussi.
Plus de choix, peut-être même un peu trop aux yeux de certains parents qui ne savaient plus où donner de la tête ce matin. D'habitude, je me prépare. Là, je ne me suis pas préparée du tout. Parce que d'habitude, comme là, pour les cahiers 24-32, je regarde sur ma liste combien il m'en faut, combien là, je vais faire matière par matière. Les achats de rentrée de plus en plus tôt, une tendance observée depuis quelques années dans ce magasin de Vénissieux, l'un des plus grands de l'agglomération. Un espace entièrement dédié a même été installé depuis le 9 juillet dernier. Beaucoup, c'est pour acheter déjà tout ce qui est achat, on va dire, plus plaisir. Cartable, agenda, qui sont généralement choisis en collaboration avec les enfants qui choisissent plus ou moins les licences. Et après, il y aura une deuxième partie qui se fera certainement plus sur la styloterie, papeterie, la liste scolaire proprement dite. Mais en attendant la rentrée prévue le 3 septembre, place quand même aux vacances. Pour Coraline en tout cas, elle semble avoir bien commencé. 6 mois qu'ils ont signé leur contrat avec l'OL et 3 semaines qu'ils s'entraînent avec le club. Léo Dubois et Martin Terrier ont enfin été présentés à la presse aujourd'hui. Pour ces deux joueurs recrutés lors du dernier mercato d'hiver, mais qui avaient terminé la saison dans leur ancien club, il n'a pas été difficile de trouver ses marques. On m'avait prévenu que le groupe était jeune, où l'intégration se faisait facilement. Je peux dire que ça se passe vraiment comme ça ici. On nous a tout de suite intégrés. Donc voilà, tout se passe bien. Après, il faut pas surjouer, faut rester les hommes qu'on est et puis tout se passera bien. Preuve de cette bonne intégration, Martin Terrier, lui, en est déjà à 3 buts inscrits en 2 matchs amicaux face au FC Sion et à Fulham. Je démarre bien la préparation, mais c'est vrai qu'en amont, on a un bon travail au quotidien avec le groupe et le coach. Donc forcément, je pense que ça joue beaucoup. Et c'est vrai que pour un attaquant d'être décisif, ça met en confiance. Hormis ces deux recrues, le mercato olympien est plutôt calme, du moins au rayon des arrivées, car l'OL compte déjà 8 départs, même si le président Aulas le prévient, 1 voire 2 renforts sont attendus dans les prochaines semaines. Il nous manque probablement 1 ou 2 joueurs, plutôt 1 que 2, et on va tout faire pour pouvoir le faire, mais il n'y a pas de certitude, parce qu'on ne peut pas non plus surpayer dans des conditions qui ne seraient pas légitimes des joueurs qui ne valent pas le prix qu'il faudrait mettre. L'OL poursuit par ailleurs son programme de pré-saison par un stage en Angleterre, avec un match amical dès demain face à Huddersfield. Elle n'avait pas subi de travaux depuis 1976. Depuis avril dernier, la rue Victor Hugo est en plein lifting. Dallage, façade, éclairage, mobilier urbain, plantation. Les travaux sont d'ampleur et certains commerçants dénoncent les nuisances en cette période estivale. Comparé du N-1 de l'année passée, à la même date, donc au 25 juillet, j'ai perdu plus de 50% de mon chiffre d'affaires, effectivement. Et là, on voit beaucoup de gens qui voient que les travaux commencent le matin. Ils se doutent pas que ça se termine un petit peu dans l'après-midi, donc du coup ils pensent que c'est toute la journée et ils viennent pas. Chaque jour, il y a de moins en moins de clients à cause du bruit, des camions, des barrières, des trous qu'il y a sur toute la rue. On a des médiateurs qui passent chaque semaine, le chef de chantier qu'on voit régulièrement dans la rue, donc oui, on est bien informés. Ouais. Certains commerçants préfèrent prendre ces travaux avec humour. Parce qu'ils sont nécessaires. Et que plus vite ce sera fini et mieux ce sera. Donc vu que ça va durer quand même pendant 2 ans, on s'est dit allez, autant essayer de prendre la chose avec légèreté et puis essayer d'en tirer le meilleur parti de la situation. C'est évident que c'est important de réaliser des travaux dans la rue Victor Hugo. C'est un mal pour un bien, c'est évident, mais en attendant, le mal fait mal. Le chantier s'achèvera à l'automne 2020. Les gens s'arrêtent, ils klaxonnent, ils nous allez les bleus et tout. Donc franchement, super heureux. Heureux et même un peu dépassés par le succès. Sur un coup de tête, ces 2 street artistes ont décidé le 15 juillet dernier de réaliser une fresque en hommage aux joueurs lyonnais de l'équipe de France. Une évidence pour ces 2 supporters de l'OL. Je me suis dit, ah là là, s'ils gagnent et tout, il faut vraiment que je fasse quelque chose sur ces joueurs lyonnais et tout, avec toute l'effervescence qu'il y a eu par rapport justement aux supporters français, notamment lyonnais. Donc voilà, leur montrer qu'on est fiers et qu'on les soutient, quoi. Tout est allé ensuite très vite. Cette fresque de 50 mètres carrés qui représente les visages de Fekir, Umtiti et Tolisso a été réalisée en 4 jours contre 3 semaines en temps normal. Un projet qui a par ailleurs tout de suite fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux, certains supporters allant même de leurs petits commentaires. Plus on vient devant le mur, plus nous aussi on s'aperçoit, on a un œil critique, on s'aperçoit qu'il y a des choses à reprendre. Alors c'est des petits détails, mais puis aussi on fait attention aux commentaires
des uns et des autres sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'on a dû reprendre le personnage Fekir qui était un peu approximatif au départ. Après le portrait de Zizou à Marseille en 98 et celui d'Mbappé à Bondy, les deux street artistes lyonnais espèrent que leur fresque aura le même succès. On ne s'est pas dit il nous le faut absolument à Lyon, parce que nous c'est venu naturellement. Mais c'est vrai que maintenant on se dit que oui, Lyon a sa place dans le football français, notamment grâce à l'Olympique lyonnais. Et c'est vrai que maintenant le fait d'avoir une fresque, c'est exceptionnel. Les deux street artistes qui croient en tout cas en leur bonne étoile et espèrent que les 3 joueurs poseront bientôt devant cette fresque. Un épisode de cette intensité, on ne l'avait pas eu depuis 2015 pour notre région. Donc les zones les plus touchées, c'est essentiellement la vallée du Rhône actuellement, surtout le secteur du bassin lyonnais. Alerte à la pollution à l'ozone, résultat de la combinaison fatale canicule plus fort trafic automobile. Les personnes sensibles, asthmatiques ou cardiaques sont invitées à réduire leur activité physique, mais en réalité, tout le monde est impacté. Avec les niveaux qu'on obtient sur certains territoires, c'est toute la population en réalité qui potentiellement peut être touchée. Donc il ne faut pas faire d'exercices intenses, notamment en début d'après-midi, puisque c'est dans ces heures très chaudes qu'on mesure le plus de zones, puisque la capacité respiratoire est très restreinte dans ces conditions-là. Pour l'instant, la préfecture n'a pas mis en place de restrictions de circulation pour les voitures les plus polluantes. La vitesse sur les grands axes est seulement réduite de 20 km/h. La situation se dégradera jusqu'à demain, vendredi. Et ensuite, samedi, on commence à comprendre qu'il y aura à nouveau un petit mieux, mais avec une reprise possible la semaine prochaine. Personne vient taper à la porte. Ils n'ont tellement pas qu'elle s'écroule. La solitude, Dominique l'a subie toute l'année, mais en ces temps caniculaires, c'est encore plus compliqué. Les associations sont donc particulièrement mobilisées pour venir en aide aux personnes âgées, notamment les petits frères des pauvres. Un bénévole de l'association passe ainsi voir le Villeurbanais de 94 ans plusieurs fois par semaine. À part les petits frères des pauvres, je vois personne, et la voisine, ça va. Hein? Mais sans ça, personne ne vient. J'attends le petit frère, j'ai dit, tiens, même aujourd'hui, il m'a invité dîner pour aller manger avec lui. Oh, c'est pas beau. Le petit frère en question, c'est Pierre. Il fait partie de l'une des 22 équipes de l'agglomération. On se téléphone de temps en temps avec Dominique. Hein. Et puis il a la mairie quand même qui l'appelle dans le cadre du plan canicule. Mais on a l'occasion de se voir assez souvent, les mardis. Et il est autonome quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui est contraint et qui attend que les autres soient à son service. C'est pas ça du tout. Pour Dominique, donc, tout va bien malgré la chaleur, mais d'autres seniors peuvent pâtir davantage de cette météo difficile, alors les petits frères des pauvres restent en vigilance accrue. Chaque équipe a un responsable bénévole qui gère justement ce plan canicule et qui est en vigilance, c'est-à-dire qui active tous ses collègues bénévoles pour bien prendre contact avec chaque personne accompagnée pour voir si tout va bien. Et pour cela, ils sont soutenus aussi par une équipe de salariés qui font la coordination de toutes ces équipes. Au total, les petits frères des pauvres prennent soin de 600 seniors dans la métropole. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. Le centre